Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Au menu de cette semaine, l'opération d'assainissement dans plusieurs quartiers d'Abidjan. On ira au Tchad où le général Saleh débite l'eau aux arrêts et l'opposant Yaya Dilo qui est mort des suites des échanges de tirs. On parle de coup d'État. On va terminer au Sénégal où le feuilleton continue pour la présidentielle. Le dialogue national a proposé le 2 juin comme tenue de l'élection présidentielle. Et pour en parler, je reçois des confrères, des analystes. Saint-Claver Oula, bonsoir. Bienvenue. Et juste en face, il y a Alafé Ouakili, bonsoir. Patron de l'intelligence d'Abidjan, un autre patron de presse est là, fondateur de Adjoa, Franck Etienne, bonsoir. Bonsoir, Kolo Klubel. Bienvenue. Bienvenue et merci à vous de nous avoir invités. Et on termine avec le professeur Dion Simplice. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Kolo. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. C'est une opération qui a débuté il y a quelques jours à Abidjan. Elle a été évoquée en Conseil des ministres. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement et on se retrouve. Le Conseil a entendu une communication de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, relative à la situation des quartiers précaires. Il ressort de cette communication que la ville d'Abidjan compte de nombreux quartiers précaires, dont certains, une trentaine environ, sont en situation de haut risque parce que régulièrement sujets à des éboulements et glissements de terrain ou à des inondations entraînant des pertes en vies humaines à chaque saison de pluie. Ces quartiers nécessitent donc un assainissement. Afin d'assurer une meilleure coordination de ces opérations d'assainissement, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, a entamé des concertations avec les différents acteurs. Priorité sera donnée, dans le cadre de ces opérations, aux quartiers en situation de haut risque, car il s'agit avant tout de protéger et de sauver des vies humaines. Alors, messieurs, c'est un sujet que vous avez évoqué dans vos organes de presse. Franck Etienne, sur cette sortie du gouvernement, est-ce qu'on peut dire qu'on a recentré les choses? Recentré, oui, mais une intervention qui était absolument nécessaire parce que beaucoup de choses allaient dans tous les sens. Il y avait tellement d'informations qui fusaient ça et là, des preuves et non-preuves aussi qui apparaissaient ça et là. Tout le monde s'était érigé en informateur, en analyste, en gardien donc des bonnes mœurs, en gardien de bonnes pratiques. Et en ce moment-là, il fallait vraiment que le gouvernement fasse cette sortie. Et puis après, il y avait aussi, on va dire quoi, quand même beaucoup de drames derrière tout ça, des familles qui sont à la rue, des personnes qui ont vu leurs biens voler en éclats en un seul instant. Il fallait bien que le gouvernement prenne le taureau par les cornes, il fallait bien que le gouvernement, pour employer votre mot, recentre un peu les choses et humanise un peu la situation, comme eux-mêmes, je vais dire comme le gouvernement lui-même l'a dit, voilà, propose une solution qui finisse par rassembler les Ivoiriens, qui finisse par mettre sur une même table à la fois les décideurs et les victimes. Oui, sur cette même table, il y a eu, on se souvient aussi de cette rencontre entre le gouverneur, le ministre au gouverneur d'Abidjan et les différents maires. Saint-Claver Oula, quel est votre avis sur l'évolution de ce dossier? Moi, je vais prendre au mot le maire de Yopougon, Bictogo, Adama Bictogo, lorsqu'il a reçu en cours de semaine les victimes impactées, ceux qui ont été impactés à la GESCO. Il a dit que l'heure n'est plus à pourquoi et comment
la guerre de pourquoi et comment, pour être plus précis, et que l'heure est à la guerre des solutions. Et je pense que il y avait un désordre qui était installé. En voulant mettre fin au désordre, comme l'ont brandi ceux qui cassent, qui démolissent, qui déguerpissent, en même temps, ils installaient aussi un désordre. Donc, il fallait vraiment calmer les uns et les autres pour voir clair dans ce qui se passait. Parce que quand on prend l'exemple de GESCO, sur 1082 familles impactées, il y en avait qui avaient leurs documents, leurs ACD, qui sont propriétaires. Et vous savez, quand tu as un ACD, c'est le document définitif qui fait de vous propriétaire. Sur un quartier a priori précaire? Oui, bon, GESCO, on ne peut pas tout de suite dire que GESCO, dans l'ensemble, est un quartier précaire. Il y a des personnes... Non, pas dans l'ensemble, évidemment. Voilà, il y a une partie qui empiète sur le domaine. Oui, mais cette partie-là, il y a des personnes qui sont régulièrement installées. Et je pense que, comme on est dans le débat, on va un peu plus en profondeur, on va développer. Ça semble quand même un peu... Oui, pour cela, Dion. Hier, il a plu. Et il a beaucoup plu. Et la question que je me posais, c'était où sont ces hommes et ces femmes et ces enfants pendant qu'il est en train de pleuvoir? Est-ce qu'ils ont eu un toit? Est-ce qu'ils ont pu se protéger? Est-ce qu'ils ont pu protéger leurs meubles, ce qui leur reste? C'est tout ça qui nous a poussés à mener la réflexion autour de la planification de tout ce qui s'est fait. J'ai lu avec intérêt l'interview du ministre-gouverneur dans le quotidien gouvernemental. Fraternité Matin. Il a donné ses raisons. J'entends bien ce qu'il a dit. Mais là, il l'a communiqué. Et la communication était bonne. C'est pour ça qu'on demandait qu'au départ, il y ait une communication sur ce qui allait se faire, pour donner un sens à la planification. Vous voyez, je crois que c'est Benjamin Franklin qui a une pensée très intéressante. Il dit, celui qui échoue à planifier, il planifie déjà son échec. Je suppose qu'il y avait toute une planification pour qu'on y arrive. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on ait le sentiment d'un tel désordre? Alors, moi, j'ai vu, comme tous les journalistes, comme tous les analystes, premièrement, une sorte de non-respect des normes. Il y a eu assez de débats là-dessus. Il y a eu, pour moi, une question de méthode. Personne ne remet en cause la nécessité de l'embellissement d'Abidjan ou d'une grande cité comme Abidjan. Personne ne remet en cause le principe même de l'assainissement du territoire du district. Mais la méthode était tellement brutale. Il y avait un tel manque de solidarité et un tel manque d'humanité. Et pour tout vous dire, j'avais l'impression, quand j'ai vu les députés de Yopougon au départ et d'autres après, aller voir le ministre-gouverneur pour attirer son attention sur le drame qui se passait, mais qu'on était obligé d'aller expliquer à un humain la nécessité d'être humain avec les humains. C'est l'impression désagréable que j'ai eue, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Comment nous sommes solidaires avec tous ces gens qui ont été déguerpis, parce qu'on n'est pas à Gaza, ce n'est pas un bombardement massif. Comment nous manifestons notre humanité? Et j'ai été très heureux que le gouvernement ait repris ces deux mots importants, solidarité. Et ils ont dit humanisme, nous on a dit humanité. Et j'espère que les mesures seront prises pour que ces deux axes qui préservent la dignité du citoyen et de l'homme puissent être préservés. Oui, justement, pour terminer sur la solution du gouvernement, il y a, selon le porte-parole du gouvernement, un site à Sangon de 1000 logements pour les déguerpis. Il en a parlé dans son message lors du Conseil des ministres la dernière fois. Alafé Wakili. Moi, je dis que l'émotion a baissé un peu. Ce que je note, c'est que la solidarité et l'humanisme, c'est avant, pendant et après. La solidarité et l'humanisme, c'est refuser les conditions de vie dans lesquelles ces populations sont tous les jours. La solidarité commence là-bas. C'est-à-dire, avant l'action du ministre-gouverneur, on doit être solidaire pour être révolté. On doit faire appel à l'humain en nous
pour agir, pour améliorer le cadre de vie. La solidarité avant. C'est là-bas que la solidarité commence. Et alors qu'on peut penser qu'il n'y a pas de solidarité à la base, l'humain, l'action du ministre-gouverneur, l'action de l'État commence là-bas avec la solidarité, avec l'humanisme. Et c'est ce que le gouvernement et le chef de l'État rappellent, car d'autres n'ont voulu retenir que la solidarité et l'humanisme au moment de casser. Avant même d'aller à cela, décider même d'agir pour améliorer l'embellissement, pour améliorer l'assainissement, pour améliorer le cadre de vie, c'est là que la solidarité et l'humanisme commencent. Car ne rien faire, c'est ne pas être solidaire, ce n'est pas être humain. Il était important de le rappeler en déplorant les dérapages, en déplorant ce qu'on peut appeler des bavures, en déplorant les conséquences qui ont pu intervenir et pour lesquelles des solutions sont en train d'être trouvées. Et comme l'a dit Saint-Claver Oula, le maire de Yopougon, a dit il est temps de faire la guerre des solutions. Au-delà de la polémique, trouvons les solutions. Le sentiment qu'on a eu, c'est qu'à certains moments, certains ont tenté d'envenimer la situation, d'insister tellement sur ce qui n'allait pas, qu'on a oublié qu'il fallait agir pour que les choses soient meilleures. On avait l'impression que la vie hantée pour tout le monde était meilleure et que c'était bon. C'est ça le problème. C'était ça le manque de solidarité. C'était ça le manque d'humanité et d'humanisme. Et il est important, je pense, tout en déplorant ce qu'il y a pu avoir comme abus, comme dégâts et conséquences, d'interpeller nos consciences sur ce type de situation pour dire, maintenant que ça s'est calmé, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Comment nous mobilisons-nous pour les 30 sites qui restent? Comment on le conduit avec davantage d'humanisme et d'humanité, en songeant aux dégâts que la pluie aurait pu faire à ceux qui ont été déguerpis, mais à ceux qui sont encore là, qui ont pu subir des désagréments aussi par la pluie d'hier. Ils sont encore là, ils n'ont pas encore été touchés. Et par le passé, la pluie créait des dégâts. Dieu merci, tout se passe bien pour l'instant, mais à nous aussi d'agir sans toujours nous en remettre à Dieu. Oui. Et là où je suis pertinemment d'accord donc avec M. Alafé et sur la question donc de l'émotion et de l'instrumentalisation de l'émotion. À un moment donné, la politique s'est carrément invitée dedans et moi j'ai trouvé que c'était très 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 vilain que la politique s'invite dans un drame pareil. C'est vrai, on est face à une situation où des populations sont en train de pleurer, mais en même temps, comme Alafé l'a dit, c'est une situation par laquelle il nous fallait absolument passer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on dit, tout à l'heure, Saint-Claver parlait donc des ACD et autres, c'est vrai, mais peut-être qu'avec, à la faveur de ce drame, on va essayer de remodifier, de repenser notre système, parce que des personnes peuvent souvent se retrouver sur la même parcelle, je vais dire le même lotissement, une des personnes a son ACD, je vais dire, à un temps X, et puis l'autre n'a pas d'ACD. Et puis après, Mais surtout pas sur un site. Ce qui est curieux, c'est voilà, surtout pas sur un site pareil. Oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit que l'après, dans la réflexion sur l'après, on est obligé de penser notre système. Parce que vous avez des sites qui sont même pas, je vais dire, qui sont même pas habitables, mais sur lesquels des personnes détiennent un ACD. Donc il faut penser tout notre système. Mais bon, ça c'est peut-être des sources de journalistes, donc parce que vous le concédez. Il faut qu'on précise quelque chose. Le député Assalé Tchemoko, qui a été en point dans la recherche de l'information, a évoqué un document à un moment sur lequel il n'est pas revenu. Il est possible que les gens aient eu leur ACD régulièrement. Voilà. C'est possible. Ça peut ne pas être fraudulé. Mais il y a une nouvelle donne, c'est que depuis 2012, le gouvernement a pris un décret pour déclarer zone d'utilité publique les abords de l'autoroute Abidjan-Yamsokro et autoroute Abidjan-Grand Bassam. À partir de 20 mètres, 60 mètres, 100 mètres, jusqu'à 500 mètres, sur certains axes, des mesures ont été prises et il a été dit que ceux qui ont des ACD, qui ont des droits sur les espaces, seront dédommagés. Donc, il est possible que des ACD aient pu être délivrés sur certains endroits, comme on a vu pour Bassam. Lorsqu'il y a eu les déguerpissements, on a même un confrère qui a été concerné. Des solutions ont été trouvées pour lui. Et puis, donc, il est possible que les gens aient eu des projets immobiliers qui aient eu des ACD. Et donc, dans le cadre de l'action,
il est important de recenser ceux qui ont les droits et puis d'envisager comment les dédommager. Il n'est pas question de remettre en cause la régularité ou la validité des documents. Ça peut avoir existé, mais c'est la combinaison des tests réglementaires qui permet de comprendre une situation. Et on peut déplorer que certains aient occulté certains tests réglementaires pour s'en tenir aux droits de propriété uniquement, en oubliant qu'il y avait des bases légales pour lesquelles il était possible d'agir. Oui, Saint-Claver, je souhaite qu'on parle des solutions, justement. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs vous qui avez en parlé tout à l'heure. Bien sûr, je parlais des solutions et je me suis appuyé sur la sortie du maire de Yopougon. Mais tout ce qui est évoqué ici, je pense que le professeur, il a dit tout à l'heure, il a parlé de méthode et puis il a parlé de communication. J'ai écouté DG Alafé, il a parlé de nouvelles dispositions par rapport à à la situation d'un certain nombre de terrains. Mais il aurait fallu communiquer et il aurait fallu avoir de la méthode. Et le maire de Yopougon, quand il y a eu les premières casses, il a réagi. Et je pense que sa réaction et la rencontre qu'il a eue avec le ministre-gouverneur, c'était en quelque sorte une brèche qu'il ouvrait pour amener le ministre-gouverneur et les maires et autres à s'asseoir pour discuter. Ce qui s'est fait après coup, ça aurait dû être fait depuis longtemps, et puis aller vers les populations, échanger avec elles, les amener à accepter la situation d'irrégularité dans laquelle elles se trouvent pour ensemble trouver des solutions, les solutions qui devaient être trouvées depuis en amont. C'est ce qui devait être fait. Est-ce que c'est possible d'avoir le consentement? Justement. Oui, mais il faut, écoutez, il faut y aller. Il faut communiquer, il faut avoir de la méthode. Parce que ce qu'il ne faut pas ignorer aussi, c'est que nous sommes dans un pays où la pauvreté est à un certain niveau. Nous sommes dans un pays où il y a la cherté de la vie n'est pas à occulter. Donc aujourd'hui, il y a des populations qui survivent, qui font tout. Donc il ne faut pas ignorer cela. Ces populations-là sont à la recherche des solutions pour vivre. Donc c'est des faits. Vous allez réagir, Franck Etienne. D'abord la parole. Personne ne veut rester dans une pareille situation. La parole d'abord à Procédion, qu'on n'a pas vraiment entendu, surtout sur les solutions. À l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Comment on reprend tout ceci, mais avec ce que vous avez dit, solidarité, humanité? Il faut planifier. J'ai envie de dire ça tout simplement, il faut planifier. Planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons que nous allons détruire tel site parce que c'est nécessaire de le faire. Qu'est-ce que nous faisons en amont? Est-ce qu'il y en a qui sont propriétaires de terre? Qu'est-ce qu'on leur offre en retour pour qu'ils ne restent pas sur ces sites qui ne sont pas viables, par exemple? Ceux qui n'ont pas de terre, qui sont venus s'agréger, qui sont venus habiter, qui en font un bidonville, très dangereux, mafieux parfois. Je l'ai lu dans l'interview du ministre-gouverneur. Et il n'a pas tort aussi. Tout cela, comment, du point de vue de la solidarité, on est dans la Côte d'Ivoire solidaire, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot, du point de vue de la solidarité, du point de vue de l'humanité, comment nous faisons pour qu'ils soient relogés ailleurs, mais dans des conditions minimales? C'est tout. Mais il faut accompagner ça de communication. Les hommes ne sont ni des animaux, ni des objets. On peut obtenir beaucoup des hommes avec la communication. Maintenant, après, vous trouverez toujours des gens pour ne pas tenir compte de la sensibilisation de tout le reste. Ça se gère avec de la répression. Mais ceux qui sont audibles, ceux-là, il faut leur proposer quelque chose. Et la communication, pour moi, est fondamentale. Pour revenir sur ce que disait Alafé, le communiqué du gouvernement, d'après ce qu'on a entendu dire, le chef de l'État dit solidarité et humanisme, et il continue pour préserver la paix civile. Il le sait, c'est important. C'est pour ça que la politique, il n'y a pas de politique s'il n'y a pas gestion des émotions des hommes. Non. La politique, c'est la gestion des émotions des hommes. Vous savez que si vous cassez des maisons, des gens vont réagir et qu'il y a des groupements, associations politiques, partis politiques qui vont récupérer cela pour dire que... Mais ça, c'est tellement naturel et logique qu'on ne peut pas dire pourquoi cela, ils récupèrent, pourquoi ils condamnent. À la place de ces partis politiques, qu'aurait fait
le parti au pouvoir s'il était dans l'opposition. Exactement la même chose. Donc ça, on est vraiment dans le domaine politique, mais ce sur quoi nous insistons désormais, c'est la communication, c'est la méthode, c'est l'approche, parce qu'il s'agit des hommes qui ont des droits et il faut préserver le... Moi, je voulais juste rappeler, peut-être poser une question peut-être rhétorique au professeur Dion. Alors, est-ce qu'il a entendu parler du plan de restructuration de GESCO? Est-ce qu'il a entendu parler des dédommagements des populations de Boribana qui étaient au niveau de l'emprise, qui étaient logées au niveau de l'emprise du 4e pont? Mais en réalité, les gens planifient, les gens communiquent. C'est cela qui est la vérité. Parce que ces plans-là ont existé, ils existent. Le plan de restructuration de GESCO existe. Mais un plan de restructuration d'un quartier, quand on le met en œuvre, forcément qu'on casse quelque chose. Moi, je veux dire, il y a les sentiments. Moi, c'est vrai que j'ai mal pour certaines populations, j'ai mal pour tous ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas de logement. Mais à un moment donné, n'accablons pas, mais le gouvernement, n'accablons pas ceux qui agissent jusqu'à un certain niveau. Comprenons aussi que on peut être, comment on appelle ça, je veux dire, les responsabilités peuvent être partagées. Moi, j'ai écouté quelqu'un sur une des chaînes concurrentes en 2011-2012 qui avait sa maison sur l'emprise donc de choses, comment on appelle ça, du 4e pont, mais qui a été dédommagé. Il reconnaît qu'il a été dédommagé, qu'il est parti de là-bas depuis 2013. Mais il a gardé la maison là, est restée là-bas en location à quelqu'un d'autre. Ça revient très souvent aussi, cette information. Elle a fait d'abord. Oui, c'est pas le premier déguerpissement. Ce qui a davantage choqué, c'est tellement le cas de l'école et des élèves. Sinon, je pense que une solution est quand même trouvée. Une solution a été trouvée. Je pense que ce serait passé comme une lettre à la poste, comme tant d'autres déguerpissements en Côte d'Ivoire par le passé. Voyez-vous, à la Rivera, il y a un grand supermarché qui avait été démoli à l'époque. Je ne sais pas, ils avaient tous les papiers, la polémique a été faite. Comment ils ont pu être là-bas? Comment des techniciens ont pu savoir que ça pouvait être un blocage? Au passage, après la démolition, et puis la star, notre grand star, qui a Alpha Blondy, dont on a touché un peu le mur, et puis d'autres personnalités qu'on connaît là-bas, etc. Bon, les problèmes ont continué quelquefois. Ça n'a pas été une solution définitive. Mais je veux savoir cela. Combien de temps on a pris pour les informer? Combien de temps on a pris pour discuter avec eux? Lorsqu'il y a eu un blocage à un moment, il y a eu une grande émotion. Les autorités sont allées là-bas. Ils ont été démolis dans les jours qui ont suivi. Mais pourquoi on n'a pas pris du temps pour savoir où les reloger? Pourquoi on n'a pas discuté pendant des années avec eux, comme les gens le souhaitent pour tout le monde? Je pense que oui, l'émotion est normale, mais en même temps, il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit, la solidarité et l'humanité, c'est de régler les problèmes. Et vous avez vu la fermeté qu'il y a eu à l'époque pour dégager cette entreprise-là, ce grand bâtiment, et puis d'autres qui étaient dans d'autres quartiers. Il y a un opérateur qui avait un grand bar dans une zone. Le bar a été détruit. Ça fait des années, la Y4, tous les travaux ne sont pas terminés, mais ça continue. Beaucoup de gens ont perdu des choses dans les déguerpissements dans ce pays-là. Bon, on n'a pas vu à l'époque autant... Oui, il y a eu de l'émotion. Mais pour les enfants, oui, il faut s'émouvoir. Mais je crois qu'il y a toujours eu des victimes, il y a toujours eu des dégâts, et il y a toujours eu des gens qui ont leurs papiers et puis qui payent, parce qu'à un moment donné, la ville s'agrandit, la pluie vient plus fort, des contraintes nouvelles apparaissent, et puis il y a un problème qui se déploie quelque part, qui se découvre, et on voit que c'est toi qui est le problème. Et vous savez que pendant longtemps, nos stars n'étaient pas d'accord d'accepter que c'était lui le problème. Mais après, ce qui a été fait, des problèmes ont continué, et des gens ont dit, bon, ils ont cassé chez lui, mais il y a toujours des problèmes dans la zone. Donc, voyez-vous, ça ne fait jamais plaisir, d'être déguerpi. Même quand on est dédommagé, il y a l'attachement, il y a la psychologie. On a toujours perdu quelque chose. On a toujours perdu quelque chose. Donc, on n'aura jamais de meilleure situation, une situation parfaite, une communication idyllique où le déguerpi va prendre lui-même et puis partir et puis embrasser le déguerpisseur, le destructeur. Ça n'existe pas.
Et même Yaosei a vraiment disparu. Yaosei, ce n'est certainement pas ce que nous demandons et ce que nous sommes en train de pointer du doigt ici. Parce que le gouvernement de la République, le président de la République lui-même, ce n'est pas moi qui lui ai prêté les mots. C'est lui qui demande de la solidarité et de l'humanisme pour préserver la paix sociale. C'est le chef de l'État, c'est pas nous. C'est lui à un haut niveau. Il est conscient de ce qu'ils appellent émotion, qui peut être considéré par eux comme émotion primaire, peut avoir une conséquence politique, et que le chef d'État comprend que c'est une conséquence politique. Mais ceux qui sont en train de déguerpir sont obligés d'en tenir compte. Deuxième chose, je ne suis pas du chef de l'État. On se reconnaît dedans, sans problème. Est-ce que je suis informé de... Est-ce que quand le père Abékan va parler avec M. Cissé Bakongo, il en parle dans son interview à Fatente Matin. M. Cissé Bakongo, dans son interview, dit qu'il a compris qu'il y a un déficit de communication et que beaucoup de gens ne sont pas informés sur un certain nombre de choses, mais qu'il ne s'agit pas de déguerpir tout à nono, mais de dégager juste quelques bâtiments qui obstruent le passage d'un certain nombre. Oui, mais justement, c'est nécessité de mieux communiquer, de revoir comment expliquer aux gens qu'il ne s'agit pas de tout détruire pour détruire, mais que c'est tout ce que nous sommes en train de dire ici pour que demain va arriver. Il y aura d'autres choses à faire, il y aura d'autres déguerpissements. Quand nous disons d'en tenir compte, pourquoi on pense que ce que nous sommes en train de dire... Une dernière réaction dessus, on a encore deux sujets à regarder. Et en même temps, il faut dire que les services du ministre-gouverneur commencent à communiquer autrement sur la situation en disant que désormais, il n'est plus question de déguerpir 176 sites qui sont cités et ils reviennent dire qu'il y a une commission technique qui siège et que désormais, il y a des sites qui ne sont plus concernés par le déguerpissement de façon systématique. Anono ne fait pas partie. Donc, ce qui veut dire que il y a un problème. Il y a différentes structures qui travaillent. Le fait, l'ONADLA, Géroute, les services techniques. Quand on prend le cas d'Anono, les gens vont, ils prennent des mesures, des techniciens sont luttes de terrain et ils donnent l'information aux riverains. Lui qui est concerné en premier là, souvent ils sont informés. Ils sont informés. Les gens sont informés. Les premiers concernés sont informés. On doit faire quelque chose. Les gens sont informés. C'est-à-dire c'est là que commence la communication. Maintenant, nous on n'habite pas à Nono, nous on n'habite pas à Gesco. On demande d'être informés. Mais ceux qui habitent là, quand on doit faire quelque chose là, je voulais même informer. Bon, messieurs, je pense qu'on est d'accord vraiment sur l'essentiel de la communication. Les gens sont informés. Les premiers impactés sont informés. Je vais vous donner un exemple. En 15 secondes. Un exemple en 15 secondes. Oui. Et à Abobo, PK18 qui est sur la liste, sous mes yeux, je n'ai pas dit, je ne rapporte pas le témoignage de quelqu'un. Alors, il y a une cité qui est construite, de 8 maisons, bien clôturées, tout et tout, mais à côté de la cité se trouve une voie barrée. Sur la voie barrée, il y a 5-6 ans en arrière, une dame décide de construire des maisons. Et l'État, je veux dire, les services de la construction ou de la mairie viennent mettre, je veux dire, leur peinture rouge à démolir. Mais elle ne démolit pas. Elle construit, elle continue, et aujourd'hui où je vous parle, ces maisons-là sont habitées. Comment se fait-il quand demain à démolir? Non, on le laisse terminer, c'est vraiment fini, pas de réaction dessus. Jusqu'à ce qu'elle ait des... Non, je veux dire que c'est... Non, là, c'est là le problème. Non, c'est là le problème. Le problème, ce n'est pas l'État. Au point de la laisser construire pendant des années. Quand l'État vous dit que vous ne pouvez pas construire... Non, s'il vous plaît. En même temps, c'est simple. Vous ne pouvez pas construire. C'est simple, il faut aussi respecter ce que l'État vous dit. Détruisez, vous détruisez, et puis on avance. S'il vous plaît. Oui, d'accord. Vous continuez de construire. Et moi, je dis, quand les machines vont arriver à PK18, je suis convaincu que les familles qui y habitent vont venir pleurer comme cela encore. Quand tu dis que les gens sont informés, c'est de part et d'autre alors. Est-ce que le fondateur de l'école Charles-Hélène a été informé? Bon, on va pas le faire le débat individuel. Non, messieurs, le débat individuel, non. On ne prend pas les questions de cette façon-là. Il lui donne d'autres Moi, je te donne parce que tu dis que les gens sont informés. Heureusement, une solution a été trouvée sur Charles-Hélène, s'il vous plaît. On n'en parle pas. Une solution a été trouvée sur Charles-Hélène. On va sortir maintenant du pays où là, on va sortir du pays, aller au Tchad. Une tentative de coup d'État selon les autorités. Il y a eu le général Saleh Déby Itno qui a été mis aux arrêts. On en parle avec David Soyo.
Dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 février dernier, une attaque a visé des bureaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État tchadien à N'Djamena. Bilan, plusieurs morts dans les locaux des services de renseignement. Le gouvernement tchadien accuse des éléments du Parti socialiste sans frontières, PSF, dirigé par l'opposant Yaya Dillo. Yaya Dillo Djerou, figure de proue de l'opposition, a également trouvé la mort lors d'un raid mené au siège de son parti par les forces de sécurité en représailles à l'attaque des services de renseignement. Yaya Dillo était également soupçonné par le gouvernement d'être à la base d'une tentative d'assassinat du président de l'Assemblée nationale. Ses partisans dénoncent un assassinat politique à l'approche de la présidentielle 2024. Dans le paysage politique tchadien, le décès de Yaya Dillo fait l'effet d'un tremblement de terre. Alors, messieurs, il y a une autre situation donc, au Tchad. Ces derniers temps, ça a quand même évolué. Mais les tentatives de coup d'État, il y en a eu quand même ces dernières années dans ce pays. Franck Etienne, est-ce que vous comprenez quelque chose à la situation tchadienne? On comprend forcément quelque chose. Je veux dire, il y a forcément une explication parce que depuis le père Idriss Déby jusqu'à aujourd'hui et même après sa mort, je veux dire, on a eu l'impression que le Tchad est quand même, la situation est sur un peu comme sur du sable mouvant. Voilà, on est un peu comme sur du sable mouvant. Et puis après, il y a aussi la trop forte présence donc, de la famille. Comme j'ai dit, c'est un mélodrame politico-familial. Parce que quand on cite tous les acteurs, ce sont des Déby. Voilà, Saleh Déby, Idriss Déby, Didi, Yaya Dillo. Alors, c'est la même famille, cousins, frères, neveux, papa. Donc, je veux dire, c'est presque un clan. On dit, c'est quoi, l'ethnie les Zagawa, qui est une ethnie qui paraît assez minoritaire, mais qui est en train de, je veux dire, prendre en otage quand même tout un peuple. Et dans un pays qu'on dit, selon les données de l'ONU, l'un des pays les moins développés au monde. Voilà, donc c'est un drame. On assiste à un drame. C'est vrai que ils s'entretuent parce que ce qui s'est passé là, tout le monde l'a vu tout de suite, puisque lui-même, Dillo, avait déjà annoncé que le dernier remous était pour l'assassiner lui. Et puis ça n'a pas manqué. Quelques jours après aussi, le président donc, de la transition, Itno, a annoncé sa candidature pour l'élection du 6. Donc, il faut comprendre du 6 mai. Donc, il faut comprendre que c'est tout un fourre-tout. On se demande à quand la sortie de crise véritable au Tchad, peut-être avec les élections qui vont venir. Oui, c'est un clavier là. Je pense que le Tchad a toujours fonctionné comme ça. Hein. Le régime de Déby jusqu'à Déby fils, ce qui se fait en ce moment, c'est ce qui a été fait par le père, des manœuvres pour écarter des opposants qui se trouvent dans votre famille ou ailleurs. Et puis, à cela, il faut dire aussi que ce qui se fait actuellement, c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est un drame familial qui se joue sous nos yeux parce que on a vu Yaya Dillo, c'est le cousin à celui qui est le président de la transition actuellement et qui a créé son parti, le Parti socialiste sans frontières, et qui a été rejoint par un parent aussi qui était dans l'autre parti, le général, l'oncle, le général, comment il s'appelle, Saleh. Il a été rejoint par Saleh et du coup, ça a créé des tensions. Ça a créé des tensions entre eux, sachant que l'autre, Matma, il est candidat le 6 mai pour la présidentielle. Lui qui avait prévu gérer la transition et organiser les élections pour se retirer au départ, c'était 18 mois. Après, il fait 3 ans au pouvoir et puis bon, il prend goût et il veut s'installer définitivement au pouvoir. Donc, du coup, quand il sent que dans la famille, bon, ça s'est joué un peu ailleurs, seulement que ça n'a pas pris cette propension. On a vu au Togo avec les frères et Adema, un peu au Gabon avec les Bongo sœurs, Bongo frères.
au Tchad, c'est encore plus vraiment... C'est devenu meurtrier carrément. Meurtrier carrément. Alafé Ouakili, vous êtes d'accord que c'est un agenda pour Mahamat Déby? Bon, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il avait amélioré un peu son image en arrivant à coopter ou, entre guillemets, à neutraliser l'un de ses opposants, Succès Masra, qui est devenu Premier ministre et qui était même en mission aux États-Unis lorsque les événements sont survenus. Mais ces incidents-là nous rappellent, comme ils l'ont dit, depuis le père, comment, lorsque un régime n'est pas fondamentalement démocratique, n'est pas issu des élections à la base, même si après des élections sont organisées, comment il peut être dans l'instabilité permanente. C'est ça le problème, hein, qu'il y ait agenda ou pas, mais lorsque la source de la légitimité, la source du pouvoir n'est pas foncièrement démocratique, ça conduit à ce genre de situation en permanence et on le voit depuis le père jusqu'à aujourd'hui. Lui, il est venu dans les circonstances que l'on sait, il veut se normaliser, il veut se légitimer, il va aller aux élections le 6 mai. C'est ce que j'expliquais sur une plateforme. Quand les gens font coup d'État et puis après ils vont à l'élection, c'est un manque de cohérence. Tu as fait ton coup d'État, il faut le faire à vie. Parce que tu vas aller à une élection comme candidat. Bon, je ne sais pas à quoi ça répond. Tu cèdes à des pressions, mais tu as fait un coup d'État à l'origine. Ton pouvoir est issu d'un coup d'État. Maintenant, tu veux un pouvoir issu des élections. Est-ce que tu vas accepter si, par exemple, tu perds? Ils vont plutôt créer les conditions pour s'incruster et s'installer. Et demain, est-ce qu'ils vont accepter les règles démocratiques qu'ils ont confisquées, auxquelles ils ont mis fin en faisant un coup d'État? Après lui, son élection, il faut élire les députés, il faut élire les maires. Or, actuellement, la loi est faite par une transition dont il a nommé les membres. Après, il ne peut plus nommer des gens qui font la loi. Les députés vont être élus petit à petit. L'élection qu'il veut faire pour être consolidée, au contraire, c'est se faire arracher petit à petit son pouvoir. Il va se faire élire le 6 mai, mais dans 5 ans, après, ça finit, les gens sont élus, les gens font aux élections, et petit à petit, on comprendra que bon, la source du pouvoir, ce n'est pas les armes, c'est le peuple, et au fil des années, il se fragilise jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne faire un coup d'État. La solution, éviter les coups d'État. On aura l'occasion d'en parler concernant le Sénégal. Oui. Simplice Dion. C'est l'Afrique. Hein. On est dans la démocratie cosmétique, ou bien dans le cosmétisme démocratique. C'est-à-dire que les pratiques et les mentalités sont moyenâgeuses, mais on met un vernis démocratique avec un certain nombre de lois, comme il dit là, pour se donner une légitimité démocratique. Mais oui, avec le Tchad, on est dans un pouvoir dynastique, un pouvoir clanique, traditionnel. Et vous n'y pouvez rien. C'est une famille issue d'un clan, d'une tribu. C'est un État tribal, le Tchad, comme beaucoup d'États en Afrique. De sorte qu'au sommet de l'État, cette place-là est réservée à un membre de la famille. Vous voyez, avant la mort du père et à sa mort, même dans la famille, il y a eu plein de querelles pour voir qui prendrait sa place. Et même qui l'a tué. Bon. Et donc, celui qui est là aujourd'hui a réussi à s'imposer par la force. Une fois qu'il s'est imposé par la force et qu'il doit se donner maintenant ce vernis démocratique, mais il me semble qu'il faut maintenant qu'il élimine les adversaires les plus sérieux issus de la famille, puisqu'à l'extérieur, les autres ont compris que le combat est inégal. Au point où l'opposant attitré est devenu Premier ministre. Donc lui, il se met de côté déjà. Alors, comment il règle ça au niveau de la famille? Comment il s'impose? Comment il prend tout l'héritage familial dans la logique dynastique de la gouvernance du Tchad? Voilà ce qui se joue aujourd'hui. Ce que je voudrais ajouter, c'est que sur le plan international, ce que le père Déby a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à, comment je vais dire ça, à indispensabiliser le Tchad. Il a rendu le Tchad tellement indispensable et tellement incontournable dans le jeu géopolitique et stratégique que même les alliés aujourd'hui, qu'ils soient États-Unis, qu'ils soient France, en tout cas qu'ils soient Occident, ont de la difficulté à dire un mot, mais parce qu'ils ont besoin d'un homme fort au Tchad pour garantir leurs intérêts géostratégiques. Alors, en éliminant ainsi les potentiels adversaires politiques, en pensant à Yaya Dillo, évidemment, qui perd la vie, c'était
l'homme le plus sérieux. On estimait justement que le général arrêté était un soutien de Yaya Dillo. À la fois financier. La route est libre pour Mahamat. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Mais justement, c'est ce que Alafé a dit. Ce qui va se passer, c'est qu'il va légitimer, je vais dire, son pouvoir, mais cette légitimité va s'effriter. Voilà, au fil des années. Parce que, je ne sais pas, je ne me rappelle plus lequel des présidents, je ne sais pas si c'est au Burundi, qui dirige avec une assemblée nationale qui ne contrôle pas. C'est cela. Et dernièrement, je ne me rappelle plus bien. Alors, il va peut-être après l'élection présidentielle, quand ils vont aller élire donc les députés, certainement qu'il va se retrouver avec une assemblée nationale qui ne va pas contrôler. Et au bout de 2, 3, 4 ans, il va se rendre compte que c'est difficile de rester, je veux dire, de doter le treillis pour la veste. Et certainement qu'il va faire revenir peut-être les vieux démons sur lesquels s'est appuyé son père. Et certainement faire 30 ans aussi, certainement, peut-être avec un peu plus de cruauté. Oui, là, il s'offre carrément un boulevard, hein, parce que Yaya Dillo, qui n'est plus présent sur le terrain politique, l'autre Salé, qui est mis complètement sous les teignoirs, à qui on a coupé tous les vivres, et puis Succès Masra, qui est désormais avec Mahatma et qui, lui, ne fait que prôner la réconciliation. Il n'a que ça à la bouche. Donc, c'est carrément un boulevard qui s'est offert. Donc, il ne faudrait pas être étonné que le 6 mai, il soit élu, qu'il est, pour avoir une certaine légitimité vis-à-vis des partenaires et qu'on dise que c'est le président de la République qui s'est fait élire de façon légale et avec qui on traite, lui, son gouvernement, avec, comme il a dit tout à l'heure, déjà l'a fait, des députés issus des élections. Mais en fait, c'est vraiment un vernis. Tout ça, c'est un vernis politique qu'on utilise pour se donner une certaine image vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Voilà. Ouais, d'accord. Justement, ce qu'il faut rappeler, c'est que Yaya Dillo aussi avait rejoint le gouvernement quand il a quitté le maquis. Aujourd'hui, c'est Succès Masra qui est venu donc à un tandem à Succès, peut-être. Mais est-ce que finalement, Succès Masra ne va pas quitter le gouvernement comme Yaya Dillo l'a fait? Non, pour l'instant. Je pense qu'il va continuer dans ce partenariat, si on peut dire. Et puis, permettez-moi de dire que dans tous les cas, Yaya Dillo n'aurait pas pu empêcher le plébiscite qui s'annonce le 6 mai. Et c'est parce qu'il a estimé avoir mis en place le dispositif pour se faire légitimer qu'il a lancé le mouvement avec le référendum, adopté la nouvelle constitution, etc. et puis l'élection. Donc, Yaya Dillo n'aurait pas pu, il y a eu des provocations, des erreurs de passage, et ils ont tenté d'attaquer, et le parti a été rejoint par un général, peut-être il y avait quelques forces à sa disposition qu'il a utilisées pour tenter une petite opération suicidaire par rapport aux forces en présence. Et donc, les forces à la disposition du pouvoir actuel ont frappé fort, la riposte a été fatale, et puis bon, on a vu. Donc, cela dit, Succès Masra, c'est dans moi je peux dire, une collaboration, un partenariat qui peut être durable. Il va se faire élire, l'autre, 1 an, 2 ans, et lui, dans son calcul, et qui, pour moi, n'est pas très intéressant parce qu'on a le Mahamat Déby qui est jeune. Je ne sais pas, avec la limitation de mandat, son père a rusé chaque fois, il mettait à la Kagame, là. Donc, je ne sais pas s'il est prêt pour 2 mandats. Et puis, comme Masra aussi est un peu jeune, lui, de faire la passe après, je ne pense pas que cette poutinisation soit possible au Tchad. Donc, ils vont s'affronter après. Ça risque de se passer mal. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est devenu l'homme de Poutine avant? Il en a pris Medvedev. Il est sorti du jeu. Il est devenu un vice-président d'une assemblée
qui est connu pour ses déclarations incendiaires, qui n'a plus d'impact, qui en a peut-être plus maintenant que lorsqu'il était chef d'État. D'accord. Alors, monsieur, une autre situation au Sénégal, c'est aussi inquiétant. Le Sénégal qui a tenu un dialogue national pour proposer le 2 juin comme date de la présidentielle, mais évidemment, une bonne partie de l'opposition n'est pas d'accord. On regarde cela avec Davis Oyo et on se retrouve. Le 2 juin pourrait être la date de l'élection présidentielle sénégalaise, une date proposée par les participants au dialogue national initié par le président sortant Macky Sall. Ce nouveau rendez-vous de la présidentielle sénégalaise est le fruit de 48 heures d'échange à huis clos à Diamniadio, ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar. La nouvelle proposition sera transmise au président de la République le lundi 4 mars prochain afin qu'il convoque le corps électoral. Pas décret. Le Conseil constitutionnel sera également saisi pour son arbitrage. La mesure ne fait pas l'unanimité chez les radicaux, l'opposition et une frange de la population. Pour les observateurs, cette nouvelle date semble être la solution pour mettre fin à la crise politique qui secoue le Sénégal. Les plus sceptiques laissent entrevoir une énième manœuvre du président Macky Sall pour se maintenir au pouvoir malgré sa décision de quitter ses fonctions le 2 avril prochain. Pour d'autres, le feuilleton de la présidentielle n'a pas encore fini de livrer ses secrets. Oui, évidemment, c'est un feuilleton qui dure. Alafé Ouakili avait déjà donné le ton en disant que le Sénégal aussi, l'intégration, on est bien curieux de savoir son avis sur ce qui se passe au pays de la Teranga. Moi, je dis que, moi, je n'aime pas souvent insister sur pourquoi et comment. Ce que je constate, c'est qu'il y a problème. On peut dire oui, le président Macky ne devait pas ou bien devait agir en intelligence avec le Conseil constitutionnel depuis le départ. Oui, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, il y a une situation, il faut des solutions. Quelle est la solution? Je constate que lui, son groupe a fait preuve de concession. On n'est plus au 15 décembre, on vient à l'élection au 2 juin. C'est une concession. Et je demande, je souhaite que ceux qui exigent forcément l'élection le 2 avril fassent avant aussi avant le 2 avril, fassent aussi une concession, de mon point de vue, et acceptent le 2 juin. Parce qu'il y a déjà, c'est vrai, il ne devait pas reporter. Il ne devait pas reporter, c'est vrai, mais il a fait. Et le Sénégal ne doit pas brûler pour ça. Et le Sénégal doit continuer d'exister. Et le Sénégal ne doit pas aller à l'aventure pour aller à un coup d'État pour cela. Alors, on fait quoi? On recule, on n'arrive plus au 15 décembre, on dit le 2 juin. Est-ce que c'est trop demandé au Sénégal? Est-ce que c'est trop demandé à la vraie mère de l'enfant, à tous ces Sénégalais qui aiment le Sénégal, à tous ces Africains? Est-ce que c'est trop leur demander d'agir pour ne pas faire dépecer l'enfant, pour ne pas faire découper l'enfant sénégal en allant dans une violence sans arrêt et en allant à un coup d'État? Donc, le commentaire que je veux faire, c'est de lancer un appel à la classe politique, à l'ensemble des Sénégalais, à tous les amis du Sénégal, pour arriver à une concession. D'autant plus que, dans le lot des concessions, le président Macky Sall dit « Moi, le 2 avril, mon mandat est fini, je pars. » Il ne faut pas que le Sénégal sombre pour cela. Oui, la même position que j'ai s'agissant des actions du district, oui, on ne devait pas. Bon, c'est arrivé, on fait comment? Trouvons des solutions. Nous faisons confiance en la sagesse des Sénégalais pour accepter ce qui va éviter que le Sénégal connaisse davantage de troubles, davantage de morts, davantage de violence. Aujourd'hui, il y a une amnistie annoncée. Les uns et les autres seront libérés. Ceux qui sont en exil pourront rentrer. Il y a une indemnisation prévue pour les victimes. Oui, les morts ne pourront pas être réveillés, les douleurs des familles ne pourront pas être réparées, mais le Sénégal est au-dessus de tout et nous faisons confiance. Nous invitons à cette sagesse le peuple du Sénégal et les acteurs sociopolitiques. Franck Etienne. Moi, je pense qu'une des solutions, effectivement, c'est ce que le DG a dit, mais une autre solution qui n'est pas aussi mauvaise, moi, je pense qu'on laisse courir donc, le mandat du président Macky Sall jusqu'au 2 avril. Il n'y a pas de vide forcément juridique à la matière, puisque la Constitution du Sénégal prévoit que après le 2 avril, si les élections n'ont pas eu lieu avant, le président de l'Assemblée nationale donc, peut continuer pour 90 jours.
On m'a dit qu'il a... Donc c'est quand il accède qu'il a 90 jours pour organiser. Quand il accède, voilà. il a 90 jours pour voilà, organiser. Moi je dis... Sinon, après... Macky, c'est jusqu'à la passation. Ah, Voilà, c'est jusqu'à la passation. Voilà. D'accord. Sinon, pour moi, je pensais que c'était possible. Macky arrivait au 2 avril, il se retirait. Peut-être s'il y a démission. Peut-être. Voilà, peut-être une des solutions, c'est que le plan Macky démissionne voilà, maintenant, avant le 2 avril. Parce que, mais dans tous les cas, il parle le 30 mars. Voilà. Au lieu d'aller le 2 avril, il parle le 30 mars. C'est ce que j'allais dire, parce que dans tous les cas, parce que dans tous les cas, il y a une bonne partie quand même des partis politiques qui estiment qu'on peut faire l'élection même, je veux dire, dans le mois qui nous reste, dans les 30 jours qui nous restent. Oui, c'est difficile. Oui, quand même. Ouais. Oui, mais en fait, tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose. La solution serait que Macky Sall, il démissionne maintenant. Par exemple. Voilà. Par exemple, il démissionne maintenant pour enclencher un processus. Oui, peut-être. Pourquoi s'il va le 2 avril au lieu du 15 mars? Sinon, s'il attend jusqu'au 2 avril, ben, il laisse le Sénégal dans quelle situation? Il laisse le Sénégal dans quelle situation? S'il n'organise pas, normalement, il doit, avant la fin de son mandat, organiser des élections transparentes et puis passer la main à son successeur. Mais s'il laisse le Sénégal dans une situation de crise, crise institutionnelle, crise politique, instabilité et autres, c'est une haute trahison. Rien ne l'empêchait d'organiser des élections de façon transparente et partie. Ça, c'est une haute trahison et il ne peut pas s'en sortir comme ça sans égratignure. Il doit être poursuivi normalement. Sortons d'abord de la situation. Sortons d'abord de la situation de ce qui se passe. Qu'est-ce qui l'empêchait d'organiser les élections? Sortons d'abord de ce qui se passe au Sénégal. Professeur Dion, vous avez justement entendu la semaine dernière sur le sujet. Est-ce qu'avec le 2, vous avez bougé sur votre position? Je suis toujours sur la question que j'ai posée. Et je demandais de quoi a-t-il peur pour ne pas quitter le pouvoir tranquillement et partir. Abdoulaye Wade, je crois qu'il était encore opposant avant qu'il ne prenne le pouvoir et donc qu'il soit lui aussi tortillé par les démons du pouvoir, disait qu'il fallait mener une grande réflexion intellectuelle en Afrique sur pourquoi les gens refusent de quitter le pouvoir. Et je crois que l'une des réponses qu'il avait trouvées à l'époque, c'était que les gens ont peur de partir parce qu'ils ont peur de rendre compte. Ils ne savent pas ce qui va se passer après. Donc c'est une dimension psychologique qu'il demandait de prendre en compte. De sorte qu'il demandait qu'on réfléchisse sur cela pour que lorsque les gens s'en vont, il n'ait pas le sentiment qu'on va s'acharner sur eux. Ça, c'est le Wade opposant qui nous faisait ces réflexions. Quand je ramène ça à Macky Sall, si Macky Sall a peur de quelque chose, c'est peut-être aussi parce qu'il pense qu'on peut lui demander des comptes. Et si on peut lui demander des comptes, il pense peut-être que c'est le clan Sonko et compagnie qui peut lui demander ces comptes-là. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il milite, pour qu'on revoie la corbeille des candidatures et que, ayant parlé avec le clan Wade, il estime qu'avec le clan Wade, son départ serait beaucoup plus sécurisé. Parce qu'il y a eu ce dialogue, mais je pense, à moins qu'il n'ait pas retenu cela, on parlait de demander qu'on revoie la question des candidatures pour permettre à tout le monde de recommencer à zéro. Donc, il s'accroche à la candidature du fils Wade comme si, pour lui, c'était la seule bouée de sauvetage. Mais je suis encore à me poser la question. De quoi a-t-il peur? Peut-être que ce n'est pas la bonne réponse. Mais il y a aussi qu'on a entendu des tractations avec le clan Sonko menées par un certain nombre de personnalités et tout cela. Mais je crois qu'il y a toute cette ambiance-là qu'il faut prendre en compte. Et comme il disait tout à l'heure, peut-être que le dialogue pourra conduire à tout cela, mais il n'aurait pas dû. Bon, il n'aurait pas dû, mais encore une fois, allons sur la voie de la solution. Sur la voie de la solution, il y a cette opposition qui vraiment reste sur sa position. Oui. Élection avant le 2, est-ce que c'est possible? Ce qui est surprenant aussi dans cette opposition qui reste sur sa position, c'est la position de Bassirou, celui qui remplace Ousmane Sonko. Alors, malgré les informations qui courent selon lesquelles c'est fort possible que le président prenne une loi d'amnistie, enclenche une loi d'amnistie, lui, il fait partie des 17
des 17 sur les 19 candidats qui veulent que l'élection se tienne, je veux dire, malgré tout. Donc, je veux dire, quand on regarde cela, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre crise qui est le Conseil constitutionnel qui a un mot à dire aussi. Voilà. Jusqu'à présent, qui n'a pas encore parlé. Voilà. D'accord. Mais maintenant, justement, ce qu'il faut souhaiter, ce qu'il faut dire, est-ce que, puisque le Conseil constitutionnel a fait la preuve de son intégrité, je pense, à ce jour, et qu'il est apprécié, accepté par les deux partis, l'opposition et le pouvoir, est-ce que la prochaine décision du Conseil constitutionnel sera acceptée par tout le monde pour calmer, apaiser? Il faut que de part et d'autre, il y ait de la responsabilité. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a dit non au report. Il a dit non au 15 décembre. Il a dit les meilleures dates. C'est un coup, il sera saisi. S'il est saisi, s'il estime que la bonne date, c'est le 2 juin, qu'il accepte, est-ce que l'autre parti qui a applaudi le rejet du report du 25 février saura faire preuve de responsabilité et de fair play désormais pour dire, bon, le Conseil constitutionnel a dit, on prend acte. 1. Et 2, il y a un paquet de mesures. Il y a une amnistie, comme j'ai dit. Il y a Sonko qui sortira. Tout le monde sait mon engagement sur ce plateau et d'autres pour la liberté et les droits d'Ousmane Sonko. Depuis qu'il était accusé de viol sur des plateaux, j'ai dit que ce n'était pas juste et j'ai milité pour que ces droits soient reconnus et acceptés. Donc, c'est aussi, à ma façon, pour quelqu'un qui a été du côté de cette vision-là, qui parle et qui lance un appel à des concessions à tout le monde. Il sortira de prison. Oui, il ne devait pas y être. Il y a été, c'est dommage, il sortira. C'est un gain. Le PASTEF dissous, avec l'amnistie, je pense que la dissolution du PASTEF sera terminée. Le parti retrouvera ses droits. De toute façon, ce type de dissolution ne sert à rien. On a vu que la tendance avait un candidat, Bassirou Diomaye, et qui était en posture de gagner, et tout ça a créé la peur. Donc, ça n'a servi à rien. Donc, aujourd'hui, la possibilité que tout le monde sorte existe. Oui, bien sûr, il y a un piège. Ouais, est-ce que Sonko, sorti de prison, continuera de dire on a un candidat, c'est un combat, c'est une vision, ce n'est pas un combat pour Sonko, allons-y avec Bassirou. Est-ce qu'il le dira ou bien est-ce que le peuple des militants dira non, notre leader est sorti, le grand leader est sorti, c'est lui on veut et Bassirou pourra se retirer lui-même. Mais s'il se retire, qu'il écrit au Conseil constitutionnel, comment on fait pour accepter la candidature de Sonko? C'est tout ça, les concessions. Et ce n'est pas tout, la candidature de Karim Wade aussi, puisqu'on rabat les cartes. Donc, on rabat les cartes, la candidature de Karim Wade. En gros, quand on a fini d'entendre tout ce développement dans l'affaire, pour moi, on appelle ça d'un seul nom, la tunique de Nessus. Ce dialogue est un cadeau empoisonné. Moi, je pense que pour parler le poison, le poison et prenons le cadeau. On va voler dans le même sens que la première intervention donc, du professeur Dion. Moi, je pense que pour être un peu plus peut-être cynique, je pense que Macky Sall a tout préparé. Surtout ce schéma-là, j'ai l'impression que c'est une vraie préparation de Macky Sall, qui savait que son poulet en lui ne pouvait pas faire le poids, et Amadou Ba, qui ne pouvait pas faire le poids, et qui a joué vraiment surtout, il savait qu'on allait aller à un dialogue, il savait qu'on allait... Le même, il n'a pas changé. Oui, il n'a pas changé, mais en même temps, on dit dans les coulisses, on dit dans les coulisses qu'il discute, il ne parle plus qu'il trop parle de lui. avec les gens, il ne parle plus de lui. C'est périlleux aussi ce jeu, parce que ça aurait pu déraper. Le schéma qui a eu lieu au Congo. En RDC, c'est... Ça ne peut pas être prémédité jusqu'au bout. Il y a des cartes qui lui ont échappé, il faut le dire. Et je ne pense pas qu'il ait pu manipuler le Conseil constitutionnel présumé de ce qu'il dirait et puis faire reculage jusqu'au 2 juin. Il y a des paramètres qui lui ont échappé. Tout n'a pas été totalement prémédité. Voilà. Moi, je pense que pour sauver le Sénégal, il faut que les différents acteurs s'asseyent et qu'ils s'accordent autour... d'une date, comme il l'a dit tout à l'heure. Mais c'est déjà fait, le dialogue national a dit le 2 juin. Oui, le 2 juin, mais ce n'est pas acté par tous. Évidemment, oui. Il y a une partie de l'opposition qui est contre. Le dialogue n'était pas si national que ça. Voilà, par exemple, Sonko a dit qu'il ne discute pas sous pression en prison. S'il sort, s'il est libre, il peut rencontrer Macky Sall.
il va rencontrer Ouad, Abdou Diouf, ils peuvent se parler et puis dire ce qu'il veut. Et puis, il y a des concessions à faire de part et d'autre. Et il en a déjà fait pour son pays, Ousmane Sonko. Et je pense qu'en faire davantage n'est pas trop pour lui et il saura faire ce qu'il faut. Merci. Messieurs, on a fait le tour de ces 3 sujets donc à débattre ce soir. Merci à Lafay Wakili. Merci, professeur Dion Simplice. Merci à Franck Etienne. Merci à Saint-Claver Oula. Messieurs, ce plateau est terminé. Merci à toutes les équipes techniques autour. Merci à David Seyo pour les reportages. Fofana Mamadou à la réalisation. Je vous donne rendez-vous dimanche pour un autre numéro du Club La Presse. Tout de suite, le journal de 20h avec Marie Longour.